La Russie est un pays en guerre. Lorsque vous entendez cette phrase, vous pensez probablement naturellement à la guerre russo-ukrainienne qui s'est transformée en le plus grand conflit européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Et si nous vous disions qu'une autre guerre fait rage pacifiquement à l'intérieur des frontières russes depuis presque aussi longtemps que le conflit avec l'Ukraine lui-même? C'est vrai, la Russie ne se bat pas seulement contre l'Ukraine, elle se bat aussi contre elle-même. D'un côté, une élite retranchée qui lutte pour maintenir le contrôle d'un empire divisé. De l'autre, une vague croissante de mécontentement et de résistance, remettant en question les fondements mêmes de l'empire. Bien que cette guerre ne fasse pas la une des journaux, ni ne fasse l'objet de manœuvres militaires majeures, elle a des conséquences égales, sinon plus grandes, pour l'avenir du peuple russe. C'est l'histoire de la guerre civile silencieuse en Russie. Lorsqu'il s'agit de guerres entre États, la situation est très claire. Il existe généralement une cause bien définie, un objectif simple, des règles d'action généralement comprises et des ennemis facilement identifiables. Les batailles se déroulent avec des armes et leurs résultats sont mesurés par les gains et les pertes territoriales, ainsi que par les morts directes au cours des batailles. En revanche, dans une guerre civile, toutes les règles et toutes les frontières sont floues. C'est ce qui fait de chaque guerre civile un phénomène unique. Pourtant, même au milieu du chaos, certains éléments communs émergent souvent. Dans la plupart des guerres civiles, il existe une sorte de conflit préexistant, un problème urgent qui se développe progressivement. Il peut s'agir d'un traumatisme historique, comme ce fut le cas avec la guerre civile, à d'une corruption politique de longue durée comme celle qui a alimenté la guerre en Syrie, ou de profondes inégalités sociales et économiques qui ont été supprimées, mais jamais entièrement résolues, conduisant à des effusions de sang massives dans des conflits comme la guerre civile rwandaise. La guerre civile silencieuse de la Russie est unique en ce sens, car le conflit précédent impliquait un conflit externe, à savoir l'invasion en cours de l'Ukraine. L'engagement militaire de la Russie en Ukraine a eu de profondes conséquences intérieures, provoquant des divisions croissantes au sein même du pays. Mais pourquoi? L'invasion de l'Ukraine n'est-elle pas simplement une opération militaire spéciale visant à la démilitarisation et à la dénazification de l'Ukraine? Comme l'a déclaré le président russe Vladimir Poutine? Bien sûr que non. Dès que Kiev ne s'est pas immédiatement tombé à 190 soldats russes et à des dizaines de milliers de véhicules, la soi-disant opération spéciale s'est transformée en une véritable guerre. Une guerre dont le but était de priver un État démocratique de son statut d'État et les citoyens de leur identité. Mais bien que Poutine ait tenté de raconter l'unité historique des Russes et des Ukrainiens en les qualifiant d'une seule nation, la durée réalité était complètement différente. C'est ainsi que le peuple russe commença bientôt à comprendre. Il ne s'agit pas de libération, mais de domination. Ainsi, l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie. En février 2022 a accéléré un déclin de 20 ans des libertés démocratiques, de l'autonomie des médias et de la société civile nationale. Comme l'a dit Konstantin Eget, journaliste russe en exil, la guerre en Ukraine a finalement permis à Poutine et à ses camarades d'introduire en Russie une idéologie unique dont ils avaient toujours rêvé, mais dont ils n'avaient pas pu se servir car ils devaient jouer à la démocratie. Bien sûr, cette prétendue démocratie a toujours été une façade. Mais comme le disait l'écrivain russe Grigory Kartashvili, sous le pseudonyme de Boris Akunin, la Russie était une démocratie problématique et chaotique, un pays intéressant où il se passait beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est devenu complètement kafkaïen ou wellesque. Et dans un régime aussi autocratique, la guerre civile est presque inévitable. Surtout si l'on considère la façon dont le gouvernement russe traite ses citoyens. D'un côté, il y a des soldats en combattant en Ukraine dont le rôle dans cette guerre peut se résumer en 2 mots. Chair à canon. Selon le quartier général des forces armées ukrainiennes, pas moins de 592 soldats russes ont été tués ou blessés depuis le début de l'invasion russe totale de l'Ukraine. C'est 10 fois plus que le nombre total de victimes des 10 années d'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique. Ajoutez à cela les milliers de personnes disparues ou laissées pour compte en Ukraine.
et il devient clair que le coût humain de la guerre brutale de Poutine est stupéfiant. Mais comment est-ce que c'est possible? Bien entendu, les Ukrainiens combattent sans peur, bien plus que beaucoup ne pourraient l'imaginer. Les alliés occidentaux les soutiennent également, les États-Unis fournissant à eux seuls plus de 40 milliards de dollars d'aide militaire jusqu'au 29 février 2024. Cependant, la principale raison pour laquelle la Russie subit de si lourdes pertes est la Russie elle-même. Depuis le début de l'invasion, le Kremlin a pris des décisions irréfléchies les unes après les autres. Premièrement, c'est la mobilisation dite partielle des réservistes russes à l'automne 2022, lorsque 300 personnes ont été contraintes de rejoindre l'armée, qui a clairement montré la gravité de l'invasion après seulement 7 mois. Vice News, l'unité d'information longue durée affiliée au site Internet américain Vice, a visité un théâtre militaire russe transformé en centre de recrutement, traitant environ 100 recrues par jour, pour évaluer la réaction des conscrits. Le projet lui-même n'a jamais posé de problème. Après tout, en temps de guerre, la mobilisation de troupes supplémentaires est une pratique courante. Le véritable problème était l'exécution et les conditions fondamentales entourant cette mobilisation. Au début, les soldats ne disposaient que de 24 heures pour se présenter au travail. Un contraste frappant avec les 3 jours habituels dont ils disposaient auparavant pour dire au revoir à leurs proches. Dans ce scénario, les conscrits vivant dans une autre ville n'avaient même pas l'occasion de dire au revoir à leurs parents. Même si leurs familles ont réussi à se rendre au service militaire à temps pour leur dire au revoir, elles n'avaient que 3 minutes pour le faire. 3 minutes pour transmettre le poids de leur mort, partager des mots sincères et faire un câlin, tout en craignant que ce soit la dernière fois de leur vie. Malgré cela, de nombreux conscrits ne parlaient qu'avec passion de leur devoir, parfois aveugles, parfois par peur de critiquer la guerre, qui était entre-temps devenue un crime. Alexei, un jeune conscrit interrogé par Vice, s'est dit fier de son pays et du fait qu'il ne se dérobe pas à ses devoirs. Il a ajouté qu'il était prêt à défendre sa patrie, ne doutant pas un seul instant qu'il en sortirait victorieux. Lorsqu'on lui a demandé s'il était prêt à donner sa vie pour son pays, il a répondu par l'affirmative, soulignant que les choses les plus importantes sont la fierté et le courage. Si le Kremlin avait correctement récompensé Alexei et d'autres comme lui, ses forts sentiments patriotiques auraient pu être maintenus et même renforcés. Au lieu de cela, le Kremlin a envoyé de nouvelles recrues au combat avec une formation médiocre, un équipement médiocre et, pire que tout, un leadership médiocre. Et c'est ainsi que des vidéos ont commencé à apparaître sur le champ de bataille ukrainien. De nouveaux soldats portant des fusils rouillés, de nouvelles recrues apportant leurs propres trousses de premiers secours improvisés, des unités envoyées au front quelques jours après leur entrée en Ukraine malgré une formation formelle, des commandants ivres pendant que leurs hommes meurent. Même les blessures de guerre graves ne garantissaient pas un meilleur traitement. La plupart des soldats blessés n'ont pas reçu de soins appropriés et certains ont été renvoyés au front pour combattre. Ils ont ajouté l'insulte à la blessure littérale. Compte tenu des terribles nouvelles en provenance d'Ukraine, il n'est pas surprenant que de nombreux anciens combattants considèrent cette guerre bien pire que la Tchétchénie, la Géorgie ou tout autre conflit dans lequel la Russie moderne a été impliquée. Il n'est pas non plus surprenant que la guerre en Ukraine ait porté un coup dur au patriotisme, même aux partisans les plus ardents du Kremlin. Finalement, lorsque leur pays a eu besoin d'aide, ils se sont manifestés. Cependant, ils n'ont été récompensés que par un cycle inexorable de déception et de souffrance. Plus le traitement scandaleux infligé aux soldats russes était rendu public, plus les réactions étaient graves. Au début, des milliers de Russes ont fui le pays pour éviter le même sort. Mais des protestations ont ensuite éclaté. Des centres de recrutement militaire ont été incendiés. Même un officier recruteur a été abattu en Sibérie. On pourrait penser que ces réactions inquiétantes exciteraient le Kremlin. Mais cette personne aurait tort. Le Kremlin n'a fait qu'intensifier sa répression, récompensant les généraux indignes par des médailles, tout en nourrissant les soldats dans un hachoir à viande. Le gouvernement a également intensifié sa répression contre la dissidence,
introduit des réglementations plus strictes et renforcé les contrôles de l'information. Dans une sombre démonstration d'autoritarisme, le régime a imposé de sévères sanctions à ceux qui étaient surpris en train de manifester de quelque manière que ce soit, détruisant ainsi tout vestige de liberté d'expression. L'intensification de la répression a mis en lumière un régime plus soucieux de maintenir le pouvoir que de répondre aux véritables griefs et aux conditions désastreuses dans lesquelles vivent ses citoyens. Il y a environ 30 ans, les cas de haute trahison étaient assez rares en Russie. Désormais, n'importe qui pouvait être considéré comme un traître, qu'il soit étranger ou citoyen russe. Rien qu'en 2023, il y a eu plus de 100 cas de trahison connus en Russie, ce qui nous rappelle les nombreux et tristement célèbres procès spectacles et purges de l'ère stalinienne. Tous les procès de l'ère Poutine présentaient des caractéristiques similaires. Ils étaient gardés à huis clos. Les affirmations spécifiques et les preuves prétendument fournies par le Service fédéral de sécurité russe, FSB, ont toujours été entourées de secrets. Les procès se terminaient toujours par des verdicts de culpabilité et de longues peines de prison. De nombreux traîtres, espions et saboteurs, comme Poutine appelait l'afflux d'ennemis présumés de l'État, se sont tout simplement retrouvés du mauvais côté d'un régime de plus en plus paranoïaque. Ainsi, en 2022, Ivan Safronov, conseiller de l'agence spatiale Roscosmos et ancien journaliste qui s'occupe des questions militaires, a été condamné à 22 ans de prison pour haute trahison. Safronov a rejeté ces accusations, affirmant qu'il ne s'agissait que de représailles contre ses rapports sur l'armée. Il est intéressant de noter que son père, Ivan Ivanovich Safronov, également journaliste, est décédé après être tombé du 5e étage de son immeuble à Moscou en 2007. Bien que sa mort ait été déclarée suicide, de nombreux soupçons étaient répandus selon lesquels la mort d'Ivan Ivanovich n'était pas accidentelle. Beaucoup pensaient qu'il était devenu une cible pour son travail d'enquête, qui révélait souvent des questions militaires sensibles. Les parallèles entre la mort mystérieuse du père et la dure punition infligée au fils étaient difficiles à ignorer. Ce qui conduit à spéculer sur le fait que la famille Safronov était depuis longtemps sous le contrôle de l'État. Parmi les autres notables qui ont subi un sort similaire à celui de la famille Safronov, citons le physicien Dmitri Kolka, qui a été arrêté dans un hôpital où il était soigné pour un cancer avancé du pancréas pour avoir prétendument divulgué des secrets d'État alors qu'il donnait une conférence en Chine. Après avoir été emmené à la prison de Lepetovo, sa famille a appris qu'il était décédé dans un hôpital, soulevant des questions sur le traitement sévère réservé aux prisonniers en phase terminale. Le physicien Valery Golobkin a été inculpé pour des accusations similaires et condamné à 12 ans de prison, ce qui reflète une tendance à cibler des universitaires et des scientifiques sous prétexte de protéger des secrets d'État. Le physicien Anatoly Maslov a été condamné à 14 ans de prison pour haute trahison, ajoutant aux craintes de la communauté scientifique russe alors que de plus en plus de chercheurs se retrouvent mêlés à des accusations que beaucoup considèrent comme politiquement motivées. L'homme politique Vladimir Kara-Murza a été condamné à 25 ans de prison pour ses discours critiques à l'égard de la Russie en Occident. Heureusement, Kara-Murza a été libéré le 1 août 2024, dans le cadre du plus grand échange de prisonniers entre les États-Unis et la Russie depuis la fin de la guerre froide. Evan Gershkovitz du Wall Street Journal a été condamné à 6 ans de prison pour espionnage. Il était également l'un des 26 prisonniers politiques libérés lors de l'échange du 1 août. En raison de cette horrible persécution, les voix fortes s'opposant à Poutine et à son élite dirigeante deviennent rares. Et qui peut leur en vouloir? Quand ils parlent, ils ne peuvent vous emmener que dans un de ces 3 endroits, prison, exil ou 6 pieds sous terre. Mais d'éminentes personnalités russes et étrangères ne sont pas les seuls contre lesquels la Russie mène une guerre civile silencieuse. Les histoires les plus terrifiantes proviennent de tout le pays, où des citoyens ordinaires sont pris dans la toile de répression du Kremlin. Parfois pour quelque chose d'aussi simple que de tenir une pancarte appelant à la paix, de répéter une chanson ou même de réciter un poème. C'était vrai, Artyom Komarin, un poète amateur russe de 33 ans, a été emprisonné et condamné à 7 ans de prison pour avoir récité un poème.
Mais c'était avant qu'il ne soit brutalement battu par la police russe, déshabillé et contraint de s'excuser sur vidéo, et même agressé sexuellement avec une tige de métal. Sa fiancée, qui était présente lors du raid brutal et interrogée plus tard par Vice, a également été menacée de violences sexuelles. Et les forces russes ont tenté de lui fermer la bouche avec du ruban adhésif pour faire taire ses cris. Des histoires de horreur similaires ont émergé à travers le pays, dressant un tableau terrifiant de la répression systématique de la dissidence par l'État russe. Ces rapports révèlent que le régime a abandonné toute prétention de justice et d'humanité et a plutôt eu recours à la pure brutalité pour maintenir le contrôle. Selon le média indépendant russe et le groupe de défense des droits humains, Ovidinfo, plus de 260 personnes purgent actuellement des peines de prison pour des crimes liés à leur position anti-guerre. Ce chiffre ne représente qu'une petite partie des 20-40 personnes arrêtées pour la même raison depuis le 24 février 2022. Il y a également eu 622 cas de pression extrajudiciaire en faveur de positions anti-guerre, ainsi que 206 cas de pression sur les médias, les professionnels des médias et les journalistes. Un autre chiffre remarquable est celui des 45 lois répressives introduites depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. La plupart de ces actes, 26 d'entre eux, font référence aux soi-disant sociétés étrangères et agents étrangers. Parmi celles-ci, 10 concernent la liberté de parole et d'expression, et 5 visent à réguler Internet. Dans certains cas, les sanctions pour les crimes commis en vertu de ces lois sont les mêmes que celles imposées pour le meurtre. Quant aux accusés potentiels en vertu de ces lois, la liste s'allonge chaque jour et presque tout le monde peut y figurer. Comme l'a déclaré l'avocate et analyste d'Ovidinfo Darja Korolenko, ils vont emprisonner des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes avec des enfants et des femmes avec des enfants. Ils veulent juste que tout le monde se taise. Ainsi, Evgenia Maburoda, une femme de 72 ans originaire de la région russe de Rostov, a été condamnée début 2023 à 5 ans et demi de prison pour avoir diffusé de fausses informations dans les médias russes. Les fausses informations en question et la vidéo émouvante sur le nombre de soldats russes morts en Ukraine. Tout bien considéré, il n'est pas surprenant que l'une des personnalités éminentes condamnées pour ses propos, Oleg Orlov, ait décrit la Russie comme s'enfonçant de plus en plus profondément dans les ténèbres à un rythme accéléré. Et dans cette obscurité, il n'y a pas de place pour des reportages médiatiques fiables ou des institutions démocratiques. C'est pourquoi le Kremlin s'est lancé dans une mission visant à démanteler les deux, envoyant des signaux plus clairs qu'une guerre civile est en cours en Russie. En ce qui concerne les médias, l'espace d'information gravement endommagé n'est pas nouveau pour la Russie. Chaque opération spéciale menée par l'État en Tchétchénie, en Géorgie, en Crimée est suivie d'une purge dans l'espace médiatique. Cependant, cette censure militaire de facto a atteint un nouveau niveau après l'invasion de l'Ukraine. L'objectif est clair: couper de manière irréversible le flux d'informations indépendantes et garantir que seul le discours du Kremlin prévaut. En conséquence, le Kremlin a créé une nouvelle réalité alternative dans laquelle il bénéficie du soutien de la majorité de la société, où la Russie est la libératrice et l'Ukraine l'oppresseur. Le peuple ukrainien est ignoble, fasciste, nazi et commet un génocide contre le peuple russe. Même Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, est juif, est un nazi. Ces messages sont affichés partout, sur les chaînes de télévision d'État, dans les bulletins et sur les affiches à travers le pays. Selon Koroljenko, l'atmosphère est alimentée par les grands médias selon lesquels tout le monde est un espion, un traître, un agent étranger. Tout le monde veut détruire la Russie, détruire sa maison, en plus d'utiliser le peuple russe contre un ennemi commun. Ces campagnes visent également à le convaincre de rejoindre volontairement l'armée, en exploitant souvent la fragilité masculine. Voulez-vous être un héros, un vrai patriote ou un lâche? Mais voyez-vous, ces méthodes éprouvées de manipulation et de propagande ne sont pas aussi efficaces aujourd'hui qu'elles l'étaient à l'époque soviétique. Pourquoi? Deux mots. Internet. La jeunesse russe, connectée plus que jamais via les réseaux sociaux et les sources d'informations alternatives,
est de plus en plus exposée à des points de vue et à des informations différentes. Contrairement à l'époque soviétique, où la seule source d'information était les médias contrôlés par l'État, l'ère numérique actuelle permet la diffusion rapide d'informations non censurées et de points de vue alternatifs. Alors que fait le Kremlin? Bien entendu, il se concentre spécifiquement sur Internet. Le Kremlin investit massivement dans l'Institut pour le développement de l'Internet, IID, dont l'objectif essentiel est de diffuser des contenus nationalistes en ligne. En 2022, cette organisation a reçu 163 millions de dollars de l'État russe. En 2023, ce montant s'est passé à 217 millions de dollars, alors qu'en 2024, il devrait atteindre 282 millions de dollars. Tous les programmes Internet produits par l'IRI visent à renforcer le discours du Kremlin et à réprimer la dissidence. Ces productions visent à saturer le paysage numérique de contenus sanctionnés par l'État pour tenter de contrer l'influence des médias indépendants et étrangers qui tentent désespérément de montrer au peuple russe le véritable coût de la guerre. En dehors d'Internet, le seul moyen pour les gens de découvrir ce qui se passe réellement dans ce vide d'information est de recourir à une série de comptes Telegram russes quelque peu fiables. Cependant, beaucoup n'ont besoin d'aucune source d'information officielle ou non officielle pour comprendre ce qui se passe réellement dans leur pays. Tout ce qu'ils ont à voir, c'est le nombre croissant de tombes à travers le pays. Et les familles ne sont même pas autorisées à ouvrir les cercueils de leurs proches avant leur enterrement. Les signes de souffrance injuste sont visibles dans toute la Russie. Ce n'est donc qu'une question de temps avant que l'actuelle guerre civile silencieuse ne se transforme en un véritable soulèvement. Cette possibilité est encore confirmée par la rapidité avec laquelle les Russes perdent confiance dans la légitimité des institutions étatiques et dans l'état de droit en Russie. L'élection présidentielle russe de 2024 en est un parfait exemple. Selon certaines informations, après 3 jours de vote, Poutine a remporté plus de 88% des voix et a été réélu président pour une 5e fois sans précédent. Autre rupture radicale avec la démocratie. Poutine a introduit en 2020 des amendements à la constitution russe qui lui permettront de rester au pouvoir potentiellement jusqu'en 2036, date à laquelle il aura 84 ans. Même si la victoire de Poutine était certaine avant même le premier vote, l'ampleur de la fraude et de la manipulation électorale restait stupéfiante. Bourrage des bulletins de vote, intimidation des électeurs, bus de partisans de Poutine votant à plusieurs reprises dans différents endroits, obligeant les gens à voter sous la menace d'une arme. Il n'y avait rien de subtil dans les efforts visant à fausser les résultats en faveur de Poutine. Naturellement, les protestations contre cette issue inévitable se sont poursuivies. Des milliers de Russes ont accepté de voter dimanche à midi, soutenant symboliquement le regretté militant pro-démocratie Alexei Navalny, qui avant sa mort avait soutenu le plan anti-Poutine de midi sur les réseaux sociaux. D'autres ont manifesté leur mécontentement en annulant les bulletins de vote et en y écrivant le nom de Navalny. Quant à Navalny, beaucoup considéraient sa mort comme la dernière étape dans la régression du pays vers un régime autoritaire. Après la mort de Navalny, le plus éminent critique de Poutine, en février 2024, il n'y avait plus de retour en arrière. Comme l'explique Akunin, avec le meurtre d'Alexei Navalny, ils ont perdu leur dernière chance de prétendre être honnêtes et respectueux des lois. La violence est désormais devenue un pilier central de l'État russe, et quelle que soit la manière dont se terminera la guerre en Ukraine, la trajectoire du régime autoritaire du Kremlin semble inchangée. Tant que le Kremlin combattra son propre peuple, la violence ne disparaîtra pas en Russie. Dans cette optique, la question se pose immédiatement. Cette guerre civile silencieuse se transformera-t-elle en un soulèvement total? Tout à fait possible. Même si les tactiques brutales du régime visent à empêcher que cela ne se produise, elles pourraient simplement pousser les Russes ordinaires à bout, avec l'effet inverse. Après tout, en juin 2023, la Russie était au bord d'une guerre civile totale. Puis eut lieu la célèbre rébellion du groupe de Wagner, qui testa toutes les prémices de la guerre civile à venir. Fragmentation des forces de sécurité, changements de loyauté, activité accrue des groupes armés, escalade des troubles sociaux. Avant le soulèvement,
Eugène Prigogine, chef du groupe Wagner, une société militaire privée dont les combattants ont combattu dans des conflits brutaux en Afrique et au Moyen-Orient, avait publiquement critiqué les dirigeants russes pour leur mauvaise gestion de l'invasion et le soutien insuffisant apporté à leurs troupes. Il rapportait les nouvelles directement depuis la ligne de front, gagnant ainsi une reconnaissance internationale. Même si les véritables motivations de Prigogine peuvent être débattues, une chose était sûre. Il montrait le véritable état de l'armée russe et de son commandement. Il a qualifié les députés russes d'inutiles, arguant qu'ils devraient être les premiers à aller au front. Prigogine n'a pas lésiné, parlant des commandants de l'armée russe, affirmant qu'ils devraient être envoyés au front pieds nus, avec seulement une mitrailleuse. Il s'est notamment moqué de l'ancien ministre russe de la Défense Sergei Shoigu, le traitant de paresseux et lui reprochant une invasion inutile et à grande échelle de l'Ukraine en 2022. Selon Prigogine, l'invasion de l'Ukraine a commencé parce que Shoigu et ses amis oligarques sont devenus avides de davantage de territoires ukrainiens, ce qui a poussé l'armée russe dans une guerre insensée qui a coûté la vie à des centaines de milliers de personnes. Le message de Prigogine était clair. Le mal provoqué par les dirigeants militaires du pays doit cesser. Il a donc décidé de faire exactement cela. Les insultes et les appels ont dégénéré en rébellion à grande échelle en juin 2023. Lorsque Prigogine et 25 soldats de son groupe Wagner ont lancé un soulèvement armé sans précédent contre le Kremlin. Ils ont commencé par capturer Rostov-sur-le-Don, une ville russe située à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne. Prigogine a diffusé une vidéo dans la cour du quartier général de la région militaire sud de la ville, dissipant ainsi tous les doutes sur ses intentions. Il est intéressant de noter que, même à la veille du soulèvement, Poutine ne croyait pas que cela se produirait un jour, montrant à quel point il était détaché de la dissidence interne qui grandissait dans ses rangs. Son incrédulité a mis en évidence une dangereuse complaisance, qui a permis à la rébellion de prendre de l'ampleur et de surprendre le Kremlin. La rébellion du groupe de Wagner s'est caractérisée par une marche rapide et audacieuse vers Moscou, la capitale de la Russie, avec la capture de certaines installations militaires et administratives en cours de route. Les colonnes blindées se dirigeant vers Moscou étaient composées de 5-0 à 8-0 combattants, équipés de chars, de véhicules blindés, de canons anti-aériens et de camions civils. Selon certaines informations, le groupe de Wagner le plus proche de Moscou se trouvait à environ 95 km au sud de la ville, dans la ville de Kachir. Cependant, la seule confirmation visuelle situait les troupes de Prigogine à Krasnoye, dans le nord de l'oblast de Lipetsk, à 330 km au sud de Moscou. Quel que soit le chemin parcouru par le groupe de Wagner, il était clair que le soulèvement soudain avait sérieusement ébranlé le Kremlin et mis en évidence d'importantes faiblesses de l'État russe. L'avancée du groupe de Wagner, même si elle n'a pas complètement atteint Moscou, a démontré sa capacité à susciter de sérieuses dissensions internes et son potentiel d'action rapide et déstabilisatrice dans une Russie déchirée par la guerre. Après presque 2 jours d'assaut, Prigogine a accepté un accord avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko pour éviter une effusion de sang. L'accord prévoit que le groupe Wagner cesse toute avancée et retourne à sa base en échange d'une garantie de sécurité. Si vous vous demandez pourquoi c'est Loukachenko qui a négocié l'accord, c'est parce que Poutine a refusé de parler à Prigogine, qu'il considérait autrefois comme un allié puissant. Poutine avait déjà condamné Prigogine, mais pas nommément, en disant « Des ambitions excessives et des intérêts personnels ont conduit à la trahison du pays ». Et comment Poutine réagit à la haute trahison au plus haut niveau? Vous le savez déjà. Exactement 2 mois après la rébellion du groupe de Wagner, l'avion de Prigogine reliant Moscou et Saint-Pétersbourg s'est écrasé, tuant 10 personnes à bord, dont Prigogine et plusieurs hauts dirigeants de Wagner. Même si certains prétendaient que l'avion avait été abattu par les défenses aériennes russes au-dessus de la région de Tver, les renseignements occidentaux pensaient donc que la cause était une explosion de l'avion. Quoi qu'il en soit, l'homme qui avait si publiquement tenu tête à Poutine et remis en question l'autorité du Kremlin avait disparu. Depuis lors, le Kremlin a effectivement démantelé le groupe de Wagner, déployant les anciennes troupes de Wagner dans tout l'État russe.
L'objectif était d'éliminer le seul responsable du combat et de neutraliser ainsi une potentielle résurgence de la résistance organisée. Même si certains observateurs pensaient que le groupe de Wagner serait éliminé, cela ne s'est jamais produit. Tout d'abord, la Russie ne peut pas se permettre de perdre davantage de soldats, surtout s'ils sont aussi bien entraînés et expérimentés que les soldats de Wagner. Selon le Conseil de sécurité nationale des États-Unis, jusqu'à 50 mercenaires de Wagner combattaient en Ukraine à un moment donné, ce qui souligne à quel point ils sont essentiels à l'effort de guerre. Mais le groupe Wagner a également été historiquement extrêmement important pour l'État russe, tant sur le plan géopolitique qu'économique, ce qui en fait un atout inestimable en dehors de la guerre en Ukraine. Avec la dissolution du groupe Wagner, on peut affirmer sans se tromper qu'aucun adversaire potentiel de Poutine n'est assez fort pour consolider son pouvoir et contester son contrôle sur le Kremlin. Du moins, pour l'instant. Compte tenu de la rapidité avec laquelle la Russie se divise en blocs de puissance et de la facilité avec laquelle le Kremlin semble s'en prendre à son propre peuple. La situation en Russie reste volatile, et c'est l'euphémisme du siècle. Mais qu'en pensez-vous? La Russie se dirige-t-elle inévitablement vers une guerre civile à grande échelle alors que ses citoyens atteignent enfin un point de rupture et se soulèvent contre les tactiques oppressives du régime? Ou peut-être que le contrôle brutal et la dispersion stratégique des dissidents par le Kremlin empêcheront un tel scénario? Partagez vos théories dans la section commentaires ci-dessous. Allez maintenant voir comment l'invasion de l'Ukraine a retourné les civils russes contre Poutine. Ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.